Bonjour les éditeurs, les auditrices de IM2F TV. Aujourd'hui, nous sommes venus au bureau de Maître Anglade pour l'interview sur la politique migratoire de la France. Bonjour Maître Bonjour. Anglade, merci d'accepter notre interview sur la politique migratoire. Vous êtes avocate de cour d'appel à Paris 10. Pouvez-vous nous préciser, vous êtes avocate de quelle cour d'appel? Alors, merci à vous. Claire Anglade, je suis avocat au barreau de Paris. Mon cabinet est situé dans le 10e arrondissement de Paris. Il rassemble plusieurs avocats aujourd'hui qui interviennent de manière quasi exclusive pour la défense d'étrangers qui entendent séjourner régulièrement sur le territoire français. Et donc, à ce titre, nous intervenons très majoritairement devant les tribunaux administratifs qui sont situés à Paris et à Montreuil, mais également devant la Cour nationale du droit d'asile et de manière plus exceptionnelle auprès de l'OFPRA, donc l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, lorsque c'est le choix, bien évidemment, du demandeur d'asile. Je vous propose quelques questions sur la politique d'asile de la France. Ma première question, quelle est la politique de la France sur l'asile en 2020? Alors, c'est une excellente question. En tant qu'avocat, il m'est difficile de vous dire ou d'affirmer quelle est la politique aujourd'hui menée par le pays en matière d'asile. En tout cas, en tant que juriste, ce que je constate, c'est que la dernière loi Asile-Immigration du 10 septembre 2018 affirme dans son intitulé même quels sont les objectifs poursuivis, puisque cette loi s'intitule « Loi Asile et Immigration pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ». Et donc, vous avez les objectifs qui sont poursuivis, qui sont clairement énoncés. Immigration maîtrisée, droit d'asile effectif, intégration réussie. C'est ce vers quoi tend tout notre système normatif. Quel est le nombre de demandeurs d'asile l'année dernière, 2019, surtout le nombre de demandeurs d'asile afghans? Alors, sur la question des chiffres, quelques remarques. Bien évidemment, pour les chiffres de l'asile en 2020, il faudra attendre l'achèvement de l'année qui est en cours pour avoir une idée précise du nombre de demandeurs d'asile et la part parmi eux de demandeurs d'asile afghans. Nous disposons d'ores et déjà des chiffres de la demande d'asile tels qu'issus du rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile pour l'année 2019. S'agissant de l'année 2019, l'OFPRA n'a pas encore publié son rapport d'activité. C'est imminent puisque ce rapport d'activité doit être communiqué avant la fin du premier semestre de l'année 2020. Donc c'est vraiment imminent. Aussi, les chiffres que je m'apprête à vous livrer, en tout cas pour ce qui est de l'OFPRA, sont ceux relatifs à l'année 2018. Donc, sur l'année 2018, l'OFPRA a enregistré 123 625 demandes d'asile, ce qui est un nombre important, qui est en augmentation permanente depuis l'année 2015. Et à titre indicatif, bien évidemment, on peut constater une augmentation de 22,7% entre l'année 2017 et l'année 2018, étant précisé que ces chiffres ne tiennent pas compte de toutes les demandes qui sont celles formulées par des étrangers qui sont soumis à une application du règlement Dublin. Alors, parmi ces demandes, quelles sont celles des ressortissants afghans? Eh bien, sur ce point, pour l'année 2018, le rapport d'activité de l'OFPRA nous renseigne très précisément, puisque c'est en tout 10 370 demandes de ressortissants afghans qui ont été enregistrées, mineurs inclus. Donc c'est effectivement un nombre important. Le rapport d'activité de l'OFPRA indiquant même que l'Afghanistan est devenu le premier pays de provenance des demandeurs d'asile.
Combien de demandeurs d'asile afghans sont en situation Dublin ou Dublin? Alors écoutez, sur ce point, malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous donner de réponse aussi précise qu'à votre question précédente, tout simplement parce que les chiffres sur la question de l'application du règlement Dublin eh bien, ne sont pas communiqués. Donc je vais vous faire part uniquement de ce que je constate en tant qu'avocat, c'est que vous avez de très nombreux jeunes Afghans qui sont soumis à une application du règlement Dublin et qui sollicitent très régulièrement les avocats du cabinet pour introduire des recours en vue de l'annulation d'arrêtés de transfert. Alors, à ce titre, quelques observations rapides. Première observation, c'est un constat qui se justifie bien évidemment par la position géographique de l'Afghanistan, puisque avant d'entrer sur le territoire français, l'étranger afghan va traverser nécessairement un certain nombre de pays qui sont partis au règlement Dublin et qui, par là même, justifient son application. Donc c'est un premier facteur, c'est un premier élément d'explication sur l'importance du nombre de demandeurs d'asile afghans dublinés. Mais ce n'est pas le seul. Il faut également faire état de ce que certains pays forcent la prise d'empreinte des étrangers et que cette prise d'empreinte est assimilée à une demande d'asile. Ainsi, on va constater que vous avez des personnes, et notamment afghanes, qui sont considérées comme ayant formulé une demande d'asile dans un pays qui est parti au règlement Dublin, sans que cela pour autant ne corresponde à leur choix individuel et à leur volonté, puisqu'à aucun moment ces personnes n'ont entendu solliciter cet État pour obtenir une protection internationale. À ce titre, l'année 2019 a été marquée par une actualité vraiment emblématique de cette situation, concernant notamment le cas de 14 jeunes Afghans qui ont fait état, au travers d'une pétition adressée au Parlement européen, de ce que leur empreinte digitale avait été prise de manière forcée en Bulgarie et donc assimilée à des demandes d'asile. Aussi, quand l'étranger arrive sur le territoire, se présente auprès des services du préfet de police en disant « j'ai besoin que vous examiniez ma demande d'asile », eh bien cela provoque une consultation de toute une série de fichiers, parmi lesquels le fichier Eurodac, qui va bien évidemment identifier l'étranger comme ayant formulé une demande d'asile dans un autre État, et donc à appliquer le règlement Dublin en vue de le transférer vers cet État considéré donc comme étant responsable de l'examen de sa demande. Les demandeurs d'asile en situation Dublin doivent-ils attendre 18 mois? À partir de quand? Alors, le point de départ du délai dont la France dispose pour transférer un étranger vers l'État qu'il estime être responsable de l'examen de sa demande, c'est la date à laquelle l'État en question accepte soit de prendre en charge l'étranger, soit de le reprendre en charge. Donc, par principe, la France dispose d'un délai de 6 mois pour organiser le transfert de l'étranger vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, mais c'est un délai qui peut être porté à 18 mois dans l'hypothèse où l'État français, incarné par les services de la préfecture de police, considère que l'étranger s'est volontairement soustrait à la mesure de transfert. Quand on dit que vous avez 6 mois pour transférer un étranger, c'est 6 mois au cours desquels l'étranger va être fortement invité à se présenter au service de la préfecture. C'est même pas juridiquement exact, ce n'est pas une invitation, c'est qu'il doit se rendre à la préfecture pour honorer des convocations en vue du transfert. Eh bien, si ces convocations ne sont pas honorées, et la préfecture peut tout à fait considérer qu'il y a une volonté de l'étranger de se soustraire à l'éloignement et partant,
de considérer qu'il est en fuite, auquel cas ce délai de 6 mois se transforme en délai de 18 mois. Donc l'État français a 18 mois pour pouvoir organiser le transfert de l'étranger. Alors, deux remarques. Première remarque, si au terme des 6 mois, la France n'a pas de manière effective transféré l'étranger, celui-ci accédera alors à la possibilité de déposer une demande d'asile en procédure normale. Et autre observation, si jamais l'étranger est considéré comme étant en fuite, il y aura alors un arrêt, une interruption de toutes les conditions matérielles d'accueil. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de perception par l'étranger des aides, plus de solutions d'hébergement, tout sera suspendu. Quel est le pourcentage de dossiers de demandeurs d'asile afghans acceptés par OFPRA ou CNDA? Alors, sur ce point, les rapports d'activité dont nous disposons fournissent des chiffres extrêmement précis. Pour l'année 2018, l'OFPRA indique que c'est 20% des demandes d'asile afghanes qui ont fait l'objet d'une décision favorable à l'étranger, donc soit une reconnaissance du statut de réfugié, soit une admission au bénéfice de la protection subsidiaire. Et pour la CNDA, les chiffres sont encore plus conséquents, puisque pour ceux qui ont contesté la décision de l'OFPRA auprès de la Cour nationale du droit d'asile, ce sont hommes et femmes confondus qui ont été protégés à hauteur de 76,55%. C'est un chiffre très important, c'est donc un nombre de décisions favorables aux Afghans extrêmement important qui ont été décidées par la Cour nationale du droit d'asile. Alors sur ce point, simplement un bémol, pour parler clair, les procédures en France sont longues, souvent, bien que ce soit un objectif là aussi que l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile tendent à amoindrir. Vraiment le respect des délais de procédure et d'avoir des procédures courtes, c'est un impératif que l'OFPRA et la CNDA tentent d'atteindre en permanence. Mais vous ne pouvez pas considérer que c'est 20% des 10 370 demandes afghanes qui ont été enregistrées qui ont abouti. Pourquoi ? Parce que entre l'année où la demande est enregistrée et l'année où l'OFPRA statue, eh bien, il y a un décalage qui peut être de 1, 2, parfois 3 années. Ça peut malheureusement être très très long. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des protections en nombre pour les demandeurs d'asile afghans, mais cela se justifie en droit par la situation sécuritaire plus que dégradée qui prévaut malheureusement actuellement en Afghanistan. Alors, bien évidemment que la question se pose de savoir si ces taux de protection demeureront sur dans le futur. Alors, je ne vais pas faire de prémonition, je ne sais pas quelle est la réponse exacte à cette question, mais en tout cas, en tant qu'avocat, ce que j'ai pu constater, c'est qu'au cours des années écoulées, au fur et à mesure de la dégradation de la situation sécuritaire en Afghanistan, on est allé vers un assouplissement des mécanismes juridiques qui permettent d'accéder à une protection et notamment au bénéfice de la protection subsidiaire, et que aujourd'hui l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile prennent leurs décisions sur la base d'un certain nombre de rapports et de données de terrain, et il est à croire que tant que la situation sécuritaire sur le terrain n'évoluera pas favorablement, eh bien les protections seront toujours justifiées. Merci de participer à notre interview. Merci à vous. Bonjour, Monsieur Reza Jafari. Vous êtes président d'une association qui aide demandeurs d'asile. Je crois que vous avez une question proposée à Maître Anglade. Oui. Bonjour tout le monde. Merci de me donner la parole. Merci à Maître Anglade pour toutes ces précisions très très importantes.
Je suis très content aujourd'hui pour qu'on puisse faire cette interview parce que j'estime que c'est très très important pour les Afghans qui viennent d'arriver ou les Afghans qui sont là depuis des années et les Afghans qui sont en Europe qui ont eu des rejets un peu partout parce qu'aujourd'hui apparemment dans beaucoup de pays européens les Afghans ne sont pas les bienvenus. Surtout les familles, les jeunes filles, même les mineurs. Et du coup, ils sont obligés de chercher une solution et de bouche à l'oreille. Ils ont compris qu'aujourd'hui, la France est un des rares pays qui accepte encore les demandeurs d'asile afghans. Alors j'avais une question. Maître Anglade, moi en tant qu'association, je suis président de l'association Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs. Je suis aussi directeur du Centre culturel afghan de Paris. Je travaille depuis très très longtemps, depuis 2013, avec les réfugiés qui viennent d'arriver en France. J'ai travaillé avec des mineurs isolés étrangers, surtout au début, j'ai beaucoup travaillé avec les mineurs de toutes les nationalités confondues. Je suis aussi membre du conseil d'administration de la Fédération de la voix de l'enfant qui protège les enfants en France et ainsi dans le monde entier. Et petit à petit, j'ai été amené à travailler aussi avec des adultes, des réfugiés, des familles. Et c'est comme ça que nous sommes approchés avec le cabinet de Maître Anglade et beaucoup d'autres cabinets, mais aujourd'hui, pourquoi on continue à travailler avec Maître Anglade? Car nous avons des bons résultats. Nous, clients ou les demandeurs d'asile qui viennent nous voir et qui sont orientés vers le cabinet de Maître Anglade et Pafundi sont très très contents. Pourquoi aujourd'hui il est important pour moi de continuer ce travail? Parce que aujourd'hui, malheureusement, les Afghans qui viennent d'Afghanistan, ils sont presque tous blessés et qu'ils ont tous des maladies, des stress post-traumatiques et que avec tout cet stress, que ce soit à l'OFPRA ou à la CNDA, c'est très difficile les audiences parce que parfois, vous savez, la tête d'un demandeur d'asile, surtout les demandeurs d'asile qui viennent des pays en guerre, c'est un champ de mines. Et quand, par exemple, vous posez une question qui rappelle de mauvais souvenirs, ça devient très très compliqué à gérer et ce demandeur d'asile revit ce qu'il avait vécu dans son pays. Par exemple, un demandeur d'asile qui a été torturé, pour lui, il est très difficile de raconter son histoire et de donner des détails et des précisions de la manière comment il a été torturé. Et c'est pour ça que nous essayons de les accompagner et de se mettre à leur niveau pour bien les comprendre et bien les accompagner. Ce que j'avais constaté chez Maître Anglade et Pafundi, ils sont reçus sans rendez-vous, ce qui est rare à Paris, même en France, sans rendez-vous, et qu'ils sont vraiment écoutés et on porte une bienveillance envers les gens qui ont tant souffert dans leur pays d'origine, qui ont tant souffert en route, qui souffrent encore aujourd'hui ici en France, que ce soit par les... Vous savez qu'aujourd'hui quand ils sont à Porte-la-Chapelle ou Aubervilliers, quand ils dorment sous les tentes, même sous les tentes, alors que les conditions sont très très compliquées, les forces de police les embêtent encore et encore et encore. Et du coup, parfois, moi, l'année dernière, j'ai eu des suicides. Vous n'allez pas croire, mais
On a eu des gens qu'on accompagnait, ils se sont suicidés parce que c'était trop long, parce qu'ils pensaient qu'arriver en France, tout allait se régler, parce qu'ils pensaient qu'arriver en France, ils seraient protégés. Malheureusement, ce n'était pas le cas et qu'ils ont subi aussi des traumatismes en France. Et qu'aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que ces situations dramatiques n'arrivent plus. C'est pour ça qu'on continue à chercher et à améliorer notre dispositif de travail. J'avais une question à vous, maître. Quelle association ou même les bénévoles qui ne dépendent pas d'une association, est-ce qu'ils peuvent vous orienter des demandeurs d'asile afghans qui viennent d'arriver en France? Des demandeurs d'asile de partout, mais je vous parle des demandeurs d'asile d'Afghans parce que nous, on s'occupe que pour l'instant des demandeurs d'asile afghans. Et que si vous pouvez juste nous dire 2 mots sur le fonctionnement de votre cabinet, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, être demandeur d'asile, qu'on soit d'Afghanistan ou d'ailleurs, c'est être un justiciable. En tant que justiciable, bien évidemment, on a le droit à un avocat. Et le justiciable, d'où qu'il soit, il doit toujours rester parfaitement libre du choix de son avocat. Il est très important de le rappeler, puisqu'il ne faut en aucun cas que le fait qu'un étranger soit en lien avec une association ou avec une structure ou avec tel bénévole, finalement le prive de choisir librement celui qu'il veut voir le défendre pour une procédure d'asile. Alors, bien évidemment, le cabinet ne défend que des personnes. Nous ne sommes pas encore à ce jour l'avocat de certaines associations. Si les sollicitations étaient là, bien évidemment, nous examinerions avec attention l'opportunité de les représenter. Aujourd'hui, nous défendons les demandeurs d'asile d'Afghanistan et d'ailleurs. Nous le faisons à l'égard de ceux qui bénéficient aujourd'hui de ce qu'on appelle le dispositif national d'accueil, c'est-à-dire qui ont la chance de s'être vus attribuer une place d'hébergement par le directeur général de l'OFII, que ce soit dans un centre d'hébergement d'urgence, que ce soit au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Nous le faisons également en lien avec des associations lorsque cela est justifié. Et je reconnais que d'avoir un tiers aux côtés du demandeur d'asile, qu'il s'agisse d'une bénévole, d'une association ou d'une structure d'accueil, eh bien, est toujours extrêmement bien reçu par l'avocat parce que nous sommes confrontés à des difficultés de compréhension mutuelle avec ceux que nous représentons qui sont liés à la langue, bien évidemment, mais pas que. La langue est un des facteurs est une des difficultés, mais pas que. Et le fait d'avoir comme ça quelqu'un qui est aux côtés d'un demandeur d'asile facilite grandement notre travail puisqu'on va pouvoir ainsi permettre à l'étranger de prendre conscience de ce qu'on attend de lui pendant une procédure. Alors, aujourd'hui, le constat que nous avons fait, c'est que les demandeurs d'asile étaient rarement une clientèle fortunée et que dans ces circonstances, leurs ressources justifiaient pour nous déontologiquement une acceptation de défense au titre de l'aide juridictionnelle. Bien évidemment, lorsque leur situation correspond à ce que la loi française prévoit pour l'attribution de cette aide juridictionnelle. Et également parce que nous avons fait le constat des difficultés auxquelles se heurtent les demandeurs d'asile pour prendre un rendez-vous avec un avocat, eh bien nous avons accepté de revoir quelque peu les méthodes de travail traditionnelles des avocats en acceptant d'ouvrir notre porte à ceux qui entendaient solliciter les services d'un défenseur. Donc à ce titre, il n'y a pas de prise de rendez-vous pour tout un tas de sollicitations. Typiquement, j'ai reçu un arrêté de transfert Dublin que je souhaite contester, ou j'ai reçu une décision de l'OFPRA que je souhaite contester. Alors, il y a un entretien rapide qui se fait au cabinet et qui peut aussi amener l'avocat, dans certains cas, à dire que l'administration a, à bon escient, pris cette décision et le demandeur d'asile peut avoir à entendre de son avocat qu'il doit accepter la décision qui a été prise à son égard par l'administration française.
Merci, Maître Anglade. Aussi, merci, M. Reza Jafari, pour participer de notre interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.